Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la mairie du 7e arrondissement de Paris. Vous êtes maire du 7e depuis presque 13 ans. À 16 mois de la présidentielle, votre parole, elle compte. Une liberté, un ton cash. On va parler bien sûr de la situation de la France, on va parler Covid, on va parler séparatisme. On va parler aussi de votre parcours, de votre ambition politique. On va parler des femmes et de la question de la libération de la parole qui sont très importants en ce moment. Mais je voudrais évidemment qu'on commence sur la situation du Covid, cette crise du virus dont on ne voit pas le bout. Cette semaine, Jean Castex explique que l'on peut échapper au reconfinement. Je voudrais qu'on l'écoute. Un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour. Notre niveau d'incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu'il était en octobre dernier, alors même que nous dépistons toujours autant. L'objectif que nous devons nous fixer, ce n'est pas de retarder cette échéance, c'est de tout mettre en œuvre pour l'éviter. Le gouvernement, il insiste sur la responsabilité des Français, sur le fait que c'est entre leurs mains, que ça dépend de leur attitude, de leur respect des consignes. Est-ce que vous soutenez cette démarche-là, cette nouvelle démarche? Cette crise sanitaire, elle est assez inédite. C'est inédit dans toutes ses dimensions. On voit toutes les conséquences, toutes les répercussions. Justement, dans un contexte aussi inédit, moi je comprends que ce soit difficile, je comprends que ce soit complexe. Moi je ne jette pas la pierre au gouvernement de ne pas savoir, de ne pas être sûr d'une option plutôt qu'une autre. Voilà, c'est une décision politique. La responsabilité politique, c'est ce qui fait un homme ou une femme d'État. Mais quand vous êtes dans une crise aussi inédite, qu'est-ce que ça exige? Ça exige non seulement de la réactivité, puisque là on court après cette épidémie, mais ça demande aussi la collaboration avec tous les partenaires, et notamment les élus locaux. Mais jamais les mettre en concurrence, de ne pas mettre les chercheurs en concurrence avec les médecins en concurrence avec les élus avec les ministres, et les ministres avec les élus locaux ou avec le président de la République. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est cette mise en concurrence, cette absence de transparence, cette absence finalement de fluidité entre tous les acteurs. C'est ça qui est regrettable. Puisque des masques, on n'en a pas eu, on en a eu. Les tests, on n'en a pas eu, on en a aujourd'hui. Les vaccins, on en aura. Ils arriveront, ces vaccins. Et nous parviendrons à vacciner la population française. Moi, j'en suis convaincue. C'est pas tant les moyens que le fait de vous faire confiance à vous, élus. Vous le dites aussi. De travailler en partenariat quand vous faites face à une crise inédite. Le président de la République a dit que nous étions en guerre. Quand on est en guerre, on mobilise tous les moyens. On travaille ensemble. Il ne travaille pas avec vous. On n'a pas les soldats contre les généraux contre telle ou telle corporation. Contre, carrément, ils travaillent contre vous? On n'a pas les informations, les Français sont toujours suspendus à la parole présidentielle ou à la parole du Premier ministre. Mais si on travaillait plus en fluidité, plus en partenariat, je pense qu'effectivement, nous pourrions aussi trouver des solutions. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est où? La stratégie vaccinale, on peut la critiquer. Moi, j'ai un centre de vaccination dans le 7e arrondissement. Je sais ce qui ne va pas. Je peux aussi améliorer le système. On l'a amélioré. Et vous avez quelqu'un à qui le dire? Non, mais parce que j'ai une relation particulière avec l'agence régionale de la santé, Aurélien Rousseau, ou avec le préfet de police ou le préfet de région, puisque c'était des personnes que je connaissais avant. Donc mais si vous ne les aviez pas connues avant, personne ne vous écouterait? Je pense que ça serait beaucoup plus compliqué. Et puis ensuite, c'est un rapport de force politique. Vous le savez bien. Et donc, c'est tout cela. Aujourd'hui, l'enjeu, il est, pour le président de la République, c'est de nous donner une stratégie de long terme et de moyen terme. Qu'a révélé cette crise? Cette crise, elle a révélé les défauts, les carences de l'organisation administrative. Il faut tout revoir. Tout le monde s'accorde à dire que nous allons vivre avec ces crises, avec ces pandémies, maintenant pour très longtemps. Donc il faut absolument, pour le politique, pour le président de la République, c'est de dire où veut-il emmener les Français? Quand vous entendez Jean Castex cette semaine, qui se félicite quand même de la situation française en disant si on regarde ailleurs, franchement, on est plutôt les meilleurs, ça ne vous convainc pas du tout? Mais comment on peut parler de ça quand vous avez été touché par la maladie, touché par le chômage, touché par la difficulté, ne plus savoir où vous allez, quand vos enfants ont décroché scolairement? Vous croyez que ce sont des paroles entendues de la part du Premier ministre en disant « Youpi, on est mieux que les autres ». Non. Sur les étudiants ou les écoles. Moi, j'avais demandé dès le premier confinement, en disant, puisque nous devons adapter tous les équipements publics à cette crise sanitaire, à
toutes les restrictions sanitaires, les gestes barrières, la distanciation. Donc moi j'avais demandé à ce que tous les équipements publics fermés, les conservatoires, les gymnases, il y a plein de locaux publics qui sont fermés. On aurait pu les mettre à disposition pour les écoles, en divisant, subdivisant les groupes, les classes. Pour avoir plus d'espace et moins d'élèves. Évidemment, pour les universités. Vous avez vu l'état de l'université, l'état des étudiants, la détresse, la précarité. Ça, ce sont des solutions concrètes et qui sont faisables. Quand Emmanuel Macron dit « tous ceux qui veulent se faire vacciner pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été », est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous vous dites « oui, c'est bien parti » ou pas du tout? Je pourrais vous dire, je pourrais vous parler, mais il faudrait plus qu'une émission pour vous dire tous les dysfonctionnements. Pour une fois, on a du temps quand même. Non, mais dans la stratégie vaccinale, je pourrais vous dire les doses n'arrivent pas, on reporte les rendez-vous, c'est compliqué, les plateformes sont saturées. Je pourrais vous expliquer ça. Les promesses sur lesquelles s'est engagé Emmanuel Macron, elles doivent être tenues. Aujourd'hui, il n'y a aucun suivi sur toutes les annonces. Moi, je serais... Il y a un décalage, en fait, entre les mots et entre la réalité du terrain que vous voyez? Bien sûr. D'ailleurs, vous le dénoncez tous les jours dans vos journaux. Il y a un vrai décalage. Moi, j'ai l'impression que parfois, que M. Macron ou son Premier ministre, ils pensent que quand ils ont annoncé des choses, c'est fait. Mais elle est où l'augmentation des lits de réa, la forme? Parce que je pense qu'ils ont annoncé l'augmentation des lits de réa en réanimation. Et ils se sont rendus compte que si vous augmentez les lits, il faut le personnel qui va avec. Moi, j'ai été aide-soignante. J'ai été aide-soignante pendant plus de 6 ans, de nuit, de jour, et à plein temps. Je sais ce qu'est ce métier, qui est un métier difficile. D'ailleurs, cette crise sanitaire, elle a révélé de nombreuses fractures de notre société. Et d'ailleurs, la non-reconnaissance de l'emploi féminin, qui était en première ligne. La santé, le soin, le ménage s'est transformé en désinfection. La garde des enfants, les devoirs. Les femmes, toutes ces femmes. C'est cette voie-là que vous voulez porter? Parce que c'est une réalité. Vous savez, moi, je me suis engagée en politique. Bien sûr, vous disiez, je suis cash, je peux être brutale, bien sûr. Mais la vie est brutale. Et moi, je vais vous dire, j'en serais pas là si j'avais pas été dans cette brutalité et dans ce côté direct. Mais je défends des convictions, je défends des combats. Qu'est-ce qui fait que je sois encore en vie? C'est parce que j'ai porté des combats, que je n'ai jamais abandonnés. Que ce soit l'égalité homme-femme, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre la violence, l'insécurité, la détention. Tous ces sujets-là sont ma vie. On va revenir sur ces mots parce qu'ils sont quand même très forts quand vous dites que c'est ce qui fait que je suis encore en vie. Sous-entendu, vous auriez pu vous écrouler ou ne pas vous relever. Mais je voudrais quand même rebondir sur les mots que vous avez écrits à Emmanuel Macron. Parce que vous lui avez écrit, justement pendant cette crise, à propos de la détresse des étudiants. C'est une lettre ouverte dans laquelle vous dites « Emmanuel, je vous demande que la question étudiante soit prise en compte à chaque nouvelle étape de la gestion de cette crise. » Vous proposez d'ailleurs un revenu minimal pour les étudiants précaires, un revenu que vous dites de subsistance, le temps de traverser la crise. D'abord, ça rappelle quand même presque le revenu universel d'un Benoît Hamon. C'est-à-dire que ça ne vient pas forcément de votre famille politique, d'habitude, ce genre de proposition. Mais non, mais là, nous sommes dans une crise sanitaire inédite, dans un état d'urgence. Moi, je ne demande pas, et les étudiants ne le demandent pas. Ils ne demandent pas un revenu pour accompagner leurs études. Ils savent que les études, c'est un moyen de promotion. On découvre des étudiants en détresse. On découvre que l'université, c'est finalement les gilets jaunes de l'enseignement supérieur. Nous n'avons pas de difficultés sur les écoles de commerce ou les prépas, y compris dans certains BTS, dans certains lycées. Les étudiants à l'université, vous savez, madame, moi j'ai fait l'université. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à côté, ça permettait de travailler à plein temps. Vous l'écrivez, vous lui dites à Emmanuel Macron, vous avez fait vos classes à la Providence quand j'ai grandi dans la cité ouvrière de Chalon-sur-Saône. Vous avez fréquenté les bancs de l'ENA et moi ceux de l'université de Bourgogne. Vous pouviez dormir pour être en forme aux examens, quand moi, j'allais travailler la nuit à la clinique Sainte-Marie comme aide-soignante. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne peut pas comprendre cette situation parce qu'il ne l'a pas vécue, là où vous, au contraire, vous dites, moi je l'ai vécu dans ma chair? Moi, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas vécu des situations difficiles ou des épreuves ne peuvent pas comprendre les épreuves ou les situations difficiles. Je dis simplement qu'il y a des personnalités qui pensent que tout est simple, que finalement ça peut passer. Quand il répond, cette lettre est en réaction à la réponse qu'il avait faite à la jeune étudiante Heidi, où il lui dit « faut encore tenir, faut encore se sacrifier ». Mais se rend-il compte qu'il y a déjà des étudiants qui sont à terre? Tout me renvoie forcément à votre vécu. On peut l'occulter. Je peux dire, oui, je suis dans une situation très privilégiée aujourd'hui, mais je n'oublie pas ça. Pourquoi je ne l'oublie pas? Parce que ce qui fait la grandeur de cette République, c'est qu'elle permet des parcours comme le mien. Mais ce qui fait aussi la grandeur de cette République, c'est que quelqu'un comme moi n'oublie pas. Pourquoi? Et que quelqu'un comme moi s'engage en politique en n'oubliant pas.
C'est le meilleur moyen de pouvoir effectivement résoudre des difficultés, empêcher les inégalités qu'elles s'aggravent. C'est ça le message que j'envoyais à Emmanuel Macron. Le quoi qu'il en coûte doit aussi bénéficier à ses étudiants. Et donc, moi j'ai dit, on peut mettre un revenu de subsistance pour ces étudiants pour passer ce cap. Dans l'actualité également, il y a cette loi sur le séparatisme qui est débattue à l'Assemblée. Ce texte en discussion depuis le début de la semaine. Gérald Darmanin s'en est pris à votre famille politique, à laquelle lui-même a longtemps appartenu. Il dit « Je vois mes amis d'une certaine droite qui, par anti-macronisme primaire, refusent de voter ce texte, de discuter ce texte, qui pourtant est un texte extrêmement courageux et je le regrette. » Vous l'auriez voté ce texte ? D'abord, les débats ne sont pas terminés. Ce texte se veut la défense de la République. Qui ne veut pas défendre la République? Tout le monde. Et je veux dire, il y en a certains qui veulent la défendre beaucoup plus que d'autres. Beaucoup plus que d'autres. Ça veut dire que vous avez le sentiment que ce gouvernement ne la défend pas assez? Moi, je veux vous dire, le séparatisme se nourrit de deux choses. De l'islamisme politique radical, qui est profond, qui est ancré et qui est ancien. Il se nourrit aussi d'une ségrégation territoriale dont personne ne veut entendre. Et ce texte ne répond pas aux causes profondes du séparatisme. Il faut dire les choses. C'est quoi les causes profondes du séparatisme? Il faut dire les choses. Il faut revoir profondément la politique de peuplement de certains territoires. Et quand je dis politique de peuplement, la politique notamment du logement social. Moi, j'en veux beaucoup à la gauche pendant des années. Moi, je suis effectivement issue d'une cité ouvrière qui s'est transformée en cité sanglante. Il n'y avait plus de cité ouvrière, il n'y avait plus de mixité. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi j'ai pris toute ma famille et je leur ai acheté une maison. On l'a quittée, parce que ça n'était plus vivable. Et on est passé d'une délinquance violente, vous savez, les violences urbaines, les voitures brûlées, à une délinquance extrêmement silencieuse, qui a arrangé tout le monde. Les trafics de produits stupéfiants, c'est devenu silencieux. Ça a arrangé tout le monde. Vous savez, les trafics de produits stupéfiants, c'est devenu très silencieux. C'est devenu très bruyant maintenant. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le trafic de produits stupéfiants finançait le trafic d'armes et le terrorisme. Et là, maintenant, c'est devenu un débat public. Ça, il faudra en débattre. Ça fait partie du séparatisme. Il faut revoir aussi les méthodes d'enseignement et d'apprentissage. L'affaire Samuel Paty, je l'ai dit sur votre antenne, on a passé un cap. On a passé un cap. On ne se rend pas compte que l'affaire Samuel Paty, on a basculé dans une autre ère. Laquelle? Moi, je pense qu'on est à un moment de la France profondément fracturé. Si on ne prend pas en main ce sujet, je pense qu'on va vivre chacun comme avait dit Gérard Collomb. C'est pas les uns à côté des autres, c'est les uns contre les autres. Et ça va être de l'affrontement. Moi, je pense que dans certains territoires, il faut revoir les méthodes d'apprentissage. Il faut voir la formation des enseignants. Par exemple, la formation à la laïcité. Elle n'existe pas pour les enseignants aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'on n'enseigne pas, pardon de prendre cet exemple, qui peut être caricaturé. Mais c'est trop grave pour être dans la caricature. Je pense qu'on n'enseigne pas au lycée Victor Duruy, dans le 7e arrondissement, de la même manière que dans d'autres établissements scolaires dans certains territoires, totalement perdus de la République. Mais il y en a d'autres qui disent qu'ils s'autocensurent, qu'ils ont peur. Est-ce que vous pouvez les entendre aussi? Mais bien sûr que je l'entends. Mais si vous ne voulez pas vous autocensurer, il faut répondre et régler les causes. Moi, j'ai été magistrat. Et moi, je me souviens, j'ai été magistrat en détention, les audiences en détention, au fait de comparaître les condamnés. Vous aviez souvent ou des magistrats ou des auxiliaires de justice qui me disaient « Ah non, mais avec ce détenu, il faut faire attention. » Moi, j'ai jamais pris de précaution quand je tenais mes audiences. Mais j'ai toujours été extrêmement ferme et j'ai toujours rappelé l'autorité. Je n'ai jamais eu un problème. Je n'ai jamais eu un problème lorsque j'ai exercé comme magistrate. Et moi, je veux vous dire, je suis profondément républicaine. Et moi, je me bats pour que ces valeurs-là puissent persister. C'est ce qui fait la grandeur de la France. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire décliner la France parce que nous reculons en silence. On recule. Alors on fait des textes qui ne répondent pas aux causes profondes. Moi, je veux vous dire, ce texte, après tout, il y a quelques avancées, sans doute. Mais ce n'est pas ça qui va lutter contre le séparatisme, je vous le dis. Ce texte n'aurait pas empêché l'assassinat de Samuel Paty. Je vous le dis tel que je le pense. De la même manière, on dit que les imams le CFCM a signé finalement une charte. Nous aurons une charte des imams. Mais depuis 1997, depuis Jean-Pierre Chevènement, des chartes ont été régulièrement signées.
ont-elles été appliquées? En fait, le problème, c'est pas de la signer, c'est de l'appliquer, quoi. Bien sûr. Et quelles sont les sanctions si elles ne sont pas appliquées? Aucune. Puisqu'elle n'a pas, la charte n'a pas de valeur contraignante. Donc à un moment donné, il faut s'attaquer aux causes profondes. Sur l'islamisme, par exemple, Éric Ciotti aurait souhaité faire rentrer dans cette loi l'interdiction plus large du voile. Il dit « Le voile n'a pas sa place dans les amphithéâtres de nos universités ». Il dit « Ça n'a pas non plus sa place à l'école publique, où un enfant n'a pas à subir cette pression ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que ça aurait dû avoir sa place dans ce texte? Non, mais le voile est interdit à l'école. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Non, mais le voile est interdit à l'école. Ce sont des enfants mineurs. Moi, je suis plus réservée à l'université parce que ce sont des adultes. C'est la question du coup du consentement, en fait, de la liberté. Oui, Madame de Malherbe, est-ce que vous pensez que la police va courir après les étudiantes au sein des amphis, au sein de l'université? Donc c'est illusoire, en fait. Bien sûr. Bien sûr, mais il faut interdire aux enfants, il faut sanctuariser des endroits dans les services publics. Ça, effectivement, il faut l'interdire. Et c'est déjà le cas. Nous avons eu beaucoup d'avancées en ce sens. J'aimerais bien m'arrêter quand même sur cette question de la liberté, de l'émancipation des enfants. On va prendre le temps de parler de l'inceste, qui est un sujet qui a très largement émergé dans le débat public à la faveur de ce témoignage de Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande. Et puis, il y a eu cette semaine un échange musclé, c'est le moins qu'on puisse dire, entre vous et la majorité d'Anne Hidalgo au Conseil de Paris. La question du discernement, du consentement, la question de l'âge aussi pour dire non, et la question de tous ceux que l'on a laissé faire en quelque sorte. Vous demandiez donc la mise en place d'une commission indépendante de lutte contre les abus de pouvoir et les violences sexuelles qui seraient commis ou qui auraient été commises par des élus parisiens. Cette commission a été refusée. Vous avez été très loin puisque vous avez été jusqu'à dire que la gauche était, je vous cite, complice. La gauche était complice de pédophilie et d'inceste, complice de viol, complice de pédophilie, complice d'inceste. Oui, je le maintiens, avez-vous dit. Qu'est-ce que je dénonce? Je dénonce le silence et l'hypocrisie de ceux qui sont toujours très prompts à dénoncer les autres. Et à toujours, finalement, ne jamais dénoncer les leurs. C'est ça que je dénonce. Et cette gauche, oui, je l'ai dénoncée, parce que quand il s'agissait de dénoncer l'Église, ou le sport, ou les autres corporations, ils montraient du doigt tout le monde. Alors là, ils y allaient en meute. La commission dite Sauvé, présidée par Jean-Marc Sauvé, qui est l'ancien vice-président du Conseil d'État, qui est une commission suite à tous les actes dénoncés dans l'Église. Tout le monde a applaudi l'instauration de cette commission qui a fait un travail formidable, justement pour libérer la parole, pour entendre les victimes, pour reconnaître les victimes, dans leur donner le statut de victime, et que des affaires puissent sortir. Ce que nous avons demandé une commission indépendante pour que ce type de fait, au sein d'un milieu politique, puisse être discuté, débattu, mais également dénoncé. Puisque vous le savez bien, dans la majorité actuelle à la mairie de Paris, d'ailleurs ce que je regrettais, c'est que Mme Hidalgo a été absente pendant tout le débat. Elle n'assume pas ce débat. Pourquoi? Dans sa majorité, aujourd'hui, 3 élus sont mis en cause dans le cadre d'actes graves d'agression sexuelle, de viol, et bien plus que cela. Et pour un de ces élus, Mme Hidalgo, d'ailleurs, a pris une décision rapide parce que tout se savait. Alors, est-ce que ces victimes n'ont pas le droit d'être entendues parce que c'est soit des agents, soit des collaborateurs? Nous devons les entendre. Si cette commission vous a été refusée, est-ce que vous sous-entendez c'est un refus de protection de victimes. Je l'ai dit, je l'ai dénoncé. En refusant cette commission que nous souhaitions transpartisane, indépendante, dans l'intérêt de tous. Dans l'intérêt de tous. C'est pour mettre fin... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sous-entendez qu'ils ont peut-être quelque chose à cacher ou en tout cas qu'ils ne veulent pas voir? Est-ce qu'il y a des cadavres dans le placard? C'est pour mettre fin à l'omerta et à l'autoprotection. Parce que je veux vous dire, pour beaucoup, dans cette majorité, dont ils avaient connaissance de ces faits graves, finalement, ils considéraient que c'était un mode de vie, que c'était une liberté. Non. En fait, on se dit à chaque fois qu'on découvre ces histoires-là, il y a toujours cette phrase « tout le monde savait ». Ou alors, voilà, en fait, on était nombreux à savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, d'autres, savez des choses que vous ne dites pas, ou vous dites il y a peut-être quelque chose et qu'il faut enquêter et qu'on ne le fait pas? Je vais vous dire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas, encore aujourd'hui? Mais bien sûr, et vous le savez bien. Non, justement. Non, mais bien sûr qu'il y a des choses qui se... Regardez, la déflagration du livre de Camille Kouchner. Vous avez vu? Et évidemment, on ne touche pas
à ces gens-là. Moi, j'étais très étonnée que sur un plateau de télévision, il n'y a pas longtemps, qu'une personne qui faisait partie de cette affaire vienne sur un plateau pour parler d'autre chose, de son livre, d'autre chose. Vous dites pas qui? Non, mais parce que c'est pas à moi de dire qui. Est-ce que c'est pas le moment? C'est pas ça. C'est que les journalistes lui disent même pas que pensez-vous de cette affaire. Vous êtes concerné, que pensez-vous de cette... Non, on les préserve. On dénonce les autres, on dénonce pas les siens. Et donc il faut mettre fin à cette omerta, à cette autoprotection. Parce qu'on dit la parole se libère, mais la parole, elle a toujours été très libre, elle s'est libérée. Le sujet, il faut qu'elle soit entendue. Il faut qu'elle soit recueillie. Vous vous souvenez quand Sandrine Rousseau a dénoncé les agressions sexuelles, Europe Écologie Les Verts, pour ne pas dire les viols, sur Denis Baupin. Mais moi, je me souviens d'elle émue, pleurant sur un plateau, puisqu'elle était malmenée par rapport à des questions. Elle s'est même retirée de la vie politique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que sa parole ne soit pas entendue, ne soit pas reconnue? Et les mêmes, parce que Denis Baupin appartenait à la majorité d'Anne Hidalgo. Je ne crois pas qu'ils aient rompu avec lui. Est-ce que vous avez entendu une dénonciation de ces faits? Jamais. Et donc, c'est le pouvoir, coûte que coûte, ensemble, quoi qu'il arrive. Mais ces faits sont graves. Donc, moi, j'aimerais entendre, et c'est peut-être pour ça que Mme Hidalgo a fui le débat. Elle n'était pas présente. Moi, j'aurais voulu l'entendre sur ses positions sur M. Edenbaum, sur M. Baupin, sur M. Girard, et sur tant d'autres. Pas un mot, pas un mot. C'est ça qui est grave, c'est ça qui mine notre société. Et donc aujourd'hui, ce que nous on demandait dans le cadre de cette commission, il faut pouvoir former, il faut que nous ayons des professionnels sur le recueil de la parole, mais aussi sur la détection des comportements, des changements de comportement. Souvent, on vous dit « Oh là là, mais cet enfant, il a changé de comportement, il devient turbulent, insupportable. » Et souvent, quelle est la solution à ça? On l'exclut de l'école. Et c'est l'inverse, il faut savoir lire ces Exactement. Et donc ça, interroger il y a des formations pour cela. Comme pour chacun de nos invités, Rachida Dati, on va feuilleter votre photoportrait. Rachida Dati, vous êtes née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire. Vous grandissez dans une très grande fratrie, puisque vous avez 11 frères et sœurs. De votre mère, vous dites qu'elle est sublime. Votre père, qu'il était charismatique au point de le surnommer Clémenceau. Il vous mettait en garde, il vous disait « sors de ce milieu ». Maman ne savait pas lire ni écrire. Mon père a appris à lire et à écrire avec nous, avec ma sœur aînée et moi, lorsque nous étions au CP dans nos manuels. Lui, il voulait que ses filles soient indépendantes. Nous sommes 8 filles, 4 garçons. Et donc, il nous a toujours encouragés à être libres et autonomes. Une vraie liberté. Moi, j'ai pris de mon père le mental. Il était presque obsessionnel, mais il ne lâchait rien. Maman, elle aimait la vie parce qu'elle était contente d'avoir ses enfants. Elle aimait mon père, elle aimait ses enfants. Elle a adoré ses enfants. Donc elle était toujours pleine de vie. C'était une femme qui chantait tout le temps, qui était toujours pleine de vie. Voilà. Moi, il y a une phrase qui l'a caractérisée vraiment. Moi, je me souviens quand je suis arrivée à Paris, donc elle a eu des problèmes de santé, je la faisais soigner, elle venait faire ses soins à Paris. Et donc, quand on avait terminé les soins, je lui disais, il faut que je retourne travailler, maman, maintenant, notamment quand elle avait eu sa chimiothérapie et autres. Puis elle me disait, oh, mais non, viens, on va faire quelques courses ensemble, j'aimerais bien rester avec toi. Et je lui dis, mais il faut que je retravaille. Et je me dis toujours, un travail, tu retrouveras toujours, mais ta maman, tu la retrouveras pas plusieurs fois. Donc, viens avec moi. Et donc, voilà, moi, j'ai vécu avec des parents qui étaient ambitieux pour leurs enfants. Ambitieux pour leurs enfants. Mais ils voulaient qu'on réussisse, ils voulaient qu'on soit libre et qu'on soit sous la tutelle de personne. Vous portez haut cette fierté, on le sent bien. Est-ce que vous vous sentez une exception aujourd'hui dans la vie politique française? Bien sûr, parce que je sais ce que ça coûte. Bien sûr. Vous croyez quoi? Bien sûr que tout va bien pour moi et j'ai toujours donné le change. Vous croyez qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de douleur tue, il n'y a pas des choses que j'ai très mal vécues? Bien sûr, mais je ne me suis jamais penchée. Jamais. D'ailleurs, quand je suis devenue garde des Sceaux, on a fouillé dans ma vie. Et là, on a commencé à sortir mes frères, le mariage contraint que j'avais eu. J'en avais jamais parlé, personne n'avait connaissance de cela. Pas même Nicolas Sarkozy. Parce que je considérais que je voulais être jugée pour ce que j'étais. Et pas pour ce que je portais. Y compris
compris tout ce que j'avais peut-être pas réglé dans ma vie, qui était parfois aussi, c'est pas simple. Et puis, j'ai jamais voulu être en rupture avec ma famille, j'ai jamais voulu être en rupture avec mes frères et sœurs, parce que j'estimais que je me devais vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis de mes frères et sœurs. Donc, ça a un coût sur votre vie personnelle, ça a un coût aussi parfois sur votre vie professionnelle. Mais là où ça m'a pas coûté, c'est que j'ai toujours été libre. J'ai fait tout ce que j'ai voulu, je vous le dis, tout ce que j'ai voulu, je l'ai fait. Il y a 2 points sur lesquels j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant, parce que vous avez dit tout à l'heure, si je suis encore debout aujourd'hui, c'est parce que je me suis battue pour des causes auxquelles je croyais. Quand vous dites ça, ça veut dire qu'au fond, vous auriez pu, à certains moments, vous avez peut-être même été tenté de lâcher. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Je faisais du porte-à-porte, j'étais en 3e. Et ensuite, à 16 ans, j'ai commencé à travailler à plein temps. J'ai commencé dans cette clinique, à la clinique Sainte-Marie, non-stop. Donc, tout dépendait de ma santé. Heureusement, je dormais peu, j'arrivais j'allais dire bien ingurgiter tous les cours. Vous avez failli lâcher, vous avez failli arrêter, vous avez failli vous décourager. Alors, peut-être qu'il y a une partie qui a été occultée, mais jamais. Jamais. Vous avez dit aussi, Rachida Dati, vous avez évoqué ce mariage forcé, et en même temps vous dites je suis quelqu'un de très libre. À 25 ans, alors c'était pas un mariage forcé à proprement parler, mais vous dites en fait j'étais pas vraiment libre. J'ai fait ce mariage, je ne veux pas du tout trahir vos propos, mais par pression, pression de la famille, pression des proches, et vous vous êtes battu ensuite pour faire annuler ce mariage. Ça veut dire qu'on met énormément de temps à oser dire non, à oser être libre? Bien sûr. Parce que dire non tout de suite, je mesurais toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Donc je me suis dit, je dis pas non tout de suite et je me donne du temps pour redevenir libre. Mais ça, c'est très coûteux à tout point de vue, psychologiquement, physiquement. Mais j'ai eu la chance aussi. Moi, je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance. Moi, j'ai la foi plus que chevillée au corps. Donc, j'ai toujours su que j'allais m'en sortir. Et donc, en disant oui, ensuite, j'ai été aidée. Moi, j'ai eu Simone Veil dans ma vie, Albin Chalandon. Donc, j'ai été très aidée. Ensuite, dans le cadre de cette annulation de mariage. Mais quand j'ai accepté... Ça a été votre combat et ils l'ont mené avec vous? Oui, mais j'allais dire, peut-être que ça a été un aléa. C'est pas ce qui m'a marqué le plus. Et pourtant, vous y avez mis beaucoup d'énergie. Oui, j'ai mis beaucoup d'énergie parce qu'il fallait que je retrouve ma liberté. Mais c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je m'en étais sortie. Matériellement, socialement. J'avais changé de milieu social, j'avais changé de milieu même matériellement. Donc je me suis dit, ça, je vais le régler. Et puis ça m'a permis, mais c'est comme ça d'ailleurs. Moi, c'est j'ai pas oublié d'où je viens. Donc toutes mes amies, en plus nous sommes très des castes de femmes entières. Je disais toujours, vous allez voir, un jour, je vais y arriver. Et tout ce qu'on a vécu là, difficilement, je vais tout faire pour que ça change. Donc lorsque je suis arrivée au cabinet de Nicolas Sarkozy, donc avant j'étais magistrat, donc lorsque je suis devenue magistrat, vous créez de la jurisprudence, vous motivez des décisions de justice. Enfin, moi, j'ai été émue quand je rendais la justice au nom du peuple français. Mais j'arrivais à motiver plus de décisions. J'étais plus pétrie d'une connaissance, d'une expérience. Évidemment, dans le respect de la loi. Et donc, lorsque je suis arrivée chez Nicolas Sarkozy, je crois que nous sommes le gouvernement qui avons fait le plus d'avancées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et sur la protection des mineurs. Et donc tous ces sujets-là, ce sont des sujets dont je me suis emparée et dont on a fait des avancées juridiques. Vous savez, l'éviction du conjoint violent, le fait que les médecins puissent signaler les violences conjugales au parquet. Il y a plein de mesures. La protection des enfants, les travailleurs sociaux dans les commissariats et les gendarmeries. Les psychologues, on a mis des psychologues dans les gendarmeries et les commissariats. Est-ce que vous avez fait assez ? On ne fait jamais assez. Parce que quand on voit le bilan, on ne fait jamais assez. Mais ça demande de la volonté politique et ça demande quoi d'autre ? Ça demande aussi
à ce que les gens comprennent de quoi vous leur parlez. Parce que certains s'en fichent, disent oui, bon, ça ne sert à rien, oui. Enfin, non, non. C'est des sujets majeurs. C'est ce qui permet la cohésion d'une société. Rachida Dati, vous parliez à l'instant de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est lui qui vous entraîne dans le monde politique. En 2002, vous devenez l'une de ses conseillères. Il est alors ministre de l'Intérieur. Et puis en 2007, il est candidat à la présidentielle. Vous êtes sa porte-parole aux côtés de Xavier Bertrand à l'époque. Nicolas Sarkozy, est-ce que pour vous, c'est le dernier, c'est le dernier champion de la droite? Est-ce que ça devrait même peut-être le redevenir? Ou est-ce qu'on tourne la page? Ça a été un grand champion de la droite. Ce qui m'a touché chez Nicolas Sarkozy, ce sont des aspects méconnus de sa personnalité. Moi, quand je viens pour travailler pour lui, je le choisis. Moi, je ne suis pas au RPR, je ne suis pas à l'UMP. Je suis substitut du procureur, chef de la section financière à Évry, au tribunal d'Évry. Donc, j'ai envie de travailler pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait un discours sur la sécurité, et notamment sur la sécurité qui doit être la même pour tout le monde, et en particulier pour les plus fragiles et les plus vulnérables, notamment dans les quartiers difficiles. Et donc, ces sujets-là, de la sécurité, de la prévention de la délinquance, j'ai voulu effectivement travailler auprès de lui sur ces sujets. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Il a une perception de la société française qui fait écho chez moi, qui fait totalement écho chez moi, sur la réduction des inégalités, sur de donner la même chance à tous les enfants de France, sur évidemment réprimer. Il disait toujours, il faut de la fermeté et de l'humanité. Et donc, rappelez-vous, il abroge la double peine. Ça reste pour vous l'alpha et l'oméga, il faut cet équilibre. C'est quelqu'un d'abord qui travaille beaucoup, qui s'intéresse à tous les sujets, qui est très à l'écoute et très sensible, notamment aux sujets de société. Est-ce qu'aujourd'hui, elle travaille assez, la droite ? Depuis que Christian Jacob a repris le parti, mais même Laurent Wauquiez avait commencé le travail. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on s'est pris 2 échecs douloureux pour la droite. C'est quand même la première fois depuis la Ve République. La droite française a été gravement en difficulté, pour ne pas dire dans le coma. Et donc, aujourd'hui, c'est de nous remettre sur pied, c'est ce que nous faisons, et c'est ce qui se produit. 2022, la présidence de la République, vous l'avez dit, vous en avez envie. Et vous dites aussi, pour gagner, il faut non seulement être la meilleure, je ne sais pas encore, dites-vous, si je le serai, mais il faut aussi avoir faim. Ce qui est assez clair, pour le coup, quand on vous écoute, y compris sur votre parcours, c'est que vous revendiquez d'avoir eu faim. D'avoir faim. Mais d'avoir faim, pas pour moi. Parce qu'à la limite, je pourrais dire je m'arrête, tout va bien. Mais vous avez encore faim. Mais bien sûr, vous pensez que tout est réglé? Mais quand je me retourne, mais vous pensez que tout est réglé? Moi, vous savez, je suis très frappée. Depuis que je suis maire du 7e, mais lorsque j'étais garde des Sceaux, on avait multiplié par 10 le nombre de courriers que je recevais. Et donc, il y a quelque chose auquel les gens peuvent s'identifier à vous, sur votre parcours, sur votre pugnacité, sur le fait de ne pas lâcher, et aussi sur le refus de la reproduction sociale. Et donc, aujourd'hui, c'est de dire les problèmes ne sont pas réglés. La société n'a jamais autant été inégalitaire. Moi, je voudrais vraiment... Moi, je pense que 2022 va se jouer là-dessus, la réduction des inégalités. La réduction dans tous les domaines. Sur la sécurité, sur l'identité, sur l'école, sur l'économie. Ça va être la réduction des inégalités. Tout va se jouer là. En 2008 commence votre histoire électorale avec Paris. Vous êtes élu maire du 7e arrondissement de la capitale. Vous êtes réélu en 2014 avec 55% des voix au second tour. Et puis 2020, c'est votre tour. Vous vous imposez dans votre parti et sur le terrain pour être la candidate pour Paris. Dati pour Paris, c'est votre slogan. C'est presque devenu une marque. Vous avez 33% des voix. Vous échouez à déloger Anne Hidalgo de l'Hôtel de Ville. Vous dites... Il y a la question des inégalités. Et on sent que vous voulez porter aussi la voix de ceux qui souffrent, qui parfois n'ont pas accès à l'ascenseur social qui est rompu, comme vous dites. Pourquoi avoir choisi le 7e, du coup? Justement, alors c'était très drôle parce que quand j'ai quitté le ministère, mais même c'est une discussion que j'avais eue avec Nicolas Sarkozy sur la politique, vous ne pouvez pas avoir un engagement politique si vous n'êtes pas élu. Sinon, vous devenez un expert. Donc, dans ce cas-là, je repartais dans la magistrature. Je me suis interrogée et je me disais, on a encore des combats à mener. Moi, comme garde des Sceaux, j'ai mené de nombreux combats que j'ai gagnés. On a beaucoup réformé. On a fait beaucoup d'avancées sociétales lorsque j'étais garde des Sceaux, parce qu'on les oublie. Parce qu'on a l'impression, maintenant on est dans l'autoflagellation, la droite n'a jamais rien fait, on a presque honte d'être à droite. Moi, j'ai été très fière de porter les réformes que j'ai portées au ministère de la Justice, qui n'ont jamais été remises en cause. Et donc, pour devenir élu, certains...
On dit, oui, il faut qu'elle aille à Poissy, en banlieue. Enfin, je vous laisse dans leur inconscient très conscient à quoi ils faisaient référence. Et c'est en discutant avec Nicolas Sarkozy qu'il a dit, mais non, il faut qu'elle se présente dans le 7e arrondissement, il n'y avait pas de candidat. Et tout le monde avait dit, oh là là, mais elle va nous faire perdre le 7e et tout. J'ai été la maire la mieux élue dans le 7e depuis Frédéric Dupont. C'est presque une revanche ou... Non, c'est pas... moi, je vais vous dire, je suis ni nostalgique, ni de revanche. Moi, j'aime trop la vie. Donc, je ne suis pas là-dedans. Et j'aime trop la vie. Quand j'ai été élue maire du 7e, d'ailleurs, à la dernière élection, je suis la seule maire de Lyon, Paris, Marseille à avoir été élue au premier tour en 2020. Donc ça en dit long. Et donc, moi j'ai adoré, j'adore toujours ce mandat. Et quand il s'est agi de faire le choix entre député européen et maire du 7e, j'ai choisi maire du 7e. J'adore ce mandat. D'abord, on peut expérimenter. Vous savez que les maires d'arrondissement, on n'a pas de pouvoir. C'est que du rapport de force. Donc je gagne, souvent. Je ne gagne pas tout, malheureusement, parce qu'on n'a pas gagné Paris. Mais c'est la première fois, en 2020, que la gauche a été minoritaire au deuxième tour. Et en fait, c'est le mode de scrutin et le maintien d'Agnès Buzyn au deuxième tour qui a fait que j'étais en deuxième position. Mais si Mme Buzyn s'était retirée, je gagnais Paris. Et c'est pour ça que Mme Hidalgo est devenue très fébrile pendant cette campagne et à la fin. Et donc, moi, ce qui m'a gênée dans cette campagne, c'est que Mme Hidalgo faisait la politique de l'esquive. Pour ceux qui sont intéressés par la politique, regardez bien. Pas une annonce. Dans le débat, elle était... Moi, je disais, elle a pris des cours de yoga pour genre, je ne réponds pas. Finalement... Donc voilà, donc le combat que nous avons mené à Paris... Non mais, pour terminer, ce combat, nous l'avons fait sur les valeurs et les convictions. On est allé partout. On a porté des combats sur la propreté, la sécurité, le logement social, sur des terrains qu'ils pensaient leur être acquis. La culture, la sécurité, l'aménagement, la mobilité, le logement social. Une fois encore, ils étaient dans la caricature. Alors à la fin, c'est quand même elle qui gagne. Oui, mais vous vous retrouvez en effet dans ce rapport de force où, au minimum, vous avez beaucoup appris. Oui, mais vous avez vu qu'aujourd'hui... Vous poursuivez le rapport de force. Non, mais vous avez vu qu'aujourd'hui, à Paris, j'ai plus d'élus que Mme Hidalgo au Conseil de Paris. Mais justement, Anne Hidalgo, on le sent bien, elle est de plus en plus intéressée pour incarner la gauche en 2022. Vous, on l'a compris aussi, vous en avez envie, vous ne l'avez pas caché. Vous pourriez retrouver finalement ce même duel. Non, parce que Mme Hidalgo s'était engagée à ne pas quitter Paris. Mais elle avait abandonné les Parisiens depuis très longtemps. Mais vous la croyez là-dessus ? Non, mais quand on voit l'état de Paris, elle a abandonné les Parisiens. Quand on voit l'état de la sécurité, la salubrité, l'espace public, le chaos dans l'espace public. Donc elle a abandonné les Parisiens depuis toujours. Moi, ce que j'ai découvert chez Mme Hidalgo, c'est elle est experte dans les attelages. Donc elle fait des attelages. Alors des attelages... Parfois, quand elle dit aujourd'hui que les Verts ne sont pas des élus républicains, mais elle s'en est servie pour être élue. Ensuite, quand elle dit qu'il y a des élus qui n'ont pas des comportements, enfin, qui ont des comportements inappropriés, elle s'en est servie pour être élue. Mais d'ailleurs, Christophe Girard le dit lui-même. Le reconnaît lui-même dans une interview. Donc, elle n'a pas été élue sur des convictions ou sur un projet, mais sur un attelage. Moi, je vais vous dire... Je trouve que j'ai trop... Moi, j'aime les gens, d'abord. J'aime la vie et les gens. Donc, j'ai trop de respect pour eux. Donc, faut se présenter à visage découvert. Quelles sont vos convictions ? Quel est votre projet ? Quelle est votre ligne politique ? Et où vous voulez emmener les Français ? Parce que... Aujourd'hui, il y en a certains, rappelez-vous, moi quand je me suis présentée à Paris, certains disaient « Oh là là, après l'échec des européennes, on ne présente pas de candidat de droite, il ne faut plus dire qu'on est à droite ». D'ailleurs, Donc vous serez une candidate assumée si vous allez jusqu'au bout, mais Anne Hidalgo aussi peut être une candidate assez assumée. Non mais, d'ailleurs, on a vu le résultat dans les sondages. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est... La droite, elle est entre 14 et 16, hein, si je me souviens bien. Oui, et Mme Hidalgo a moins de 6. Voilà. Donc, alors vous allez me dire, c'est que des sondages. Oui, mais ça donne le ton. Voilà. Pour quelqu'un qui ne fait que dans les attelages. Donc, nous, on fait dans les convictions. Et aujourd'hui, vous avez remarqué qu'à droite, contrairement à la gauche, puisque M. Mélenchon ne s'entend pas avec Mme Hidalgo, M. Montebourg n'est pas d'accord avec Mme Hidalgo, qui n'est pas d'accord avec M. Jadot ou M. Bayou, donc ils ont des divisions de fond. À droite, nous n'avons pas des divisions de fond. Nous avons le même socle idéologique, nous avons les mêmes convictions. Après, c'est l'incarnation. Mais vous avez remarqué qu'aucun candidat potentiel à droite ne dénigre le voisin. Ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, moi je vais vous dire, la droite, vous parliez, je vais reprendre votre expression, à la fin, la droite, face à l'état du pays, elle veut absolument être une alternative et une alternance crédible. Donc de toute façon, on travaille le fond et à un moment donné, une personnalité s'imposera en toute évidence. Et je vous le dis,
Si c'est vous, vous serez prête. Non, non, mais si c'est vous, vous serez prête. Attendez. Je vous le dis, et tout le monde se rangera derrière la personnalité, quelle qu'elle soit. Je vous le dis, on est tous à peu près d'accord là-dessus. On se réunit toutes les semaines. Nous sommes sur une équipe dirigeante, un comité stratégique, et y compris avec des élus locaux. Moi, je vois Arnaud Robinet, Renaud Muselier, Franck Proustanime. Donc ça bosse. Ah, bien sûr. Et nous sommes tous en connexion, les uns avec les autres. Sauf qu'il y en a une qui vous fait quand même les yeux doux, c'est Marine Le Pen. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'elle disait. Elle était vendredi sur BFM TV, invitée de Jean-Jacques Bourdin. Elle en a profité pour faire un appel aux élus LR. J'en appelle à tous les élus locaux, en fait, y compris les élus locaux LR. Venez nous rejoindre. Voilà. Détournez-vous de ces états-majors qui sont manifestement compromis, qui ont arrêté de travailler pour la France, et venez nous rejoindre parce que nous avons vraiment la capacité de créer une très grande dynamique aux élections présidentielles, et moi j'ai besoin de tout le monde. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Quand vous vous engagez sur une élection présidentielle, quand on voit l'état du pays, il faut pouvoir proposer une alternative, une alternance à la France. Mais vous le faites sur des convictions, sur un projet, avec des personnes, avec une incarnation. Donc, je veux vous dire, nous, à droite, nous sommes prêts. Nous travaillons à cela et nous sommes tous en cohérence avec cela. D'ailleurs, que ce soit, je vois, à l'Assemblée nationale, que ce soit Damien Abad, il n'y en a pas qui seront tentés. Mais non, mais aujourd'hui, franchement, on est tous rassemblés. Que vous essayez de nous opposer, vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de petite phrase qui sort. Alors c'est vrai que ça ne fait pas la joie des journalistes, mais nous, ça fait notre grande joie de pouvoir travailler ensemble et dans le même sens. C'est important de le dire. Pas ma question. Voilà. Celle qui cherche à vous diviser, c'est en l'occurrence Marine Le Pen. Rachida Dati, vous le savez, c'est une émission de fin de semaine. Vous êtes assez discrète au fond, c'est-à-dire que vous commencez à parler davantage de votre parcours, d'où vous venez, mais vous êtes assez discrète sur votre vie aujourd'hui. Mais je vous pose la question comme on la pose à tous nos invités. Qu'est-ce que c'est le week-end de Rachida Dati ? Quelle est une journée pour vous, une vraie belle journée de week-end ? Non, c'est vrai que je n'ai jamais exposé ma vie privée. Jamais. Qu'on expose mon parcours, il a été exposé malgré moi. Ou qu'on connaisse ma famille, ça a été malgré moi. Mais sur ma vie, sur ma fille ou sur ma vie intime, je ne l'ai jamais exposée. Parce que je trouve que grâce à ça, c'est ce qui me permet aussi de tenir. Donc sur le week-end, c'est vrai que la pandémie, elle a quand même beaucoup perturbé le quotidien, puisque pour les élus locaux que nous sommes, c'est vrai que les week-ends, on a été beaucoup sur le terrain, entre la distribution des paniers solidaires, les masques. En ce moment, on veille au centre de vaccination, donc les week-ends, on est assez sur le terrain. Mais globalement, moi, le samedi matin, je dépose ma fille à l'école, parce qu'elle a cours le samedi, et après, je viens faire les mariages, parce que j'adore faire les mariages. J'adore ça. Donc, tous les samedis, je fais les mariages. Et puis ensuite, je vais chercher ma fille à l'école, on déjeune ensemble. On passe l'après-midi ensemble, ou sinon, voilà, moi j'ai une vie personnelle assez remplie, et donc je passe la fin de journée, la soirée avec les gens que j'aime. Alors le dimanche, il m'arrive de faire la tournée de nos paroisses dans le 7e arrondissement, que ce soit les temples protestants ou nos églises. Donc je me rends aux messes, à toutes les fêtes de patronage, aux kermesses, mais aussi quand les associations font des ventes, des brocantes. Donc je participe beaucoup, j'habite le 7e, donc je vis beaucoup dans le 7e arrondissement. Puis quand je veux être un peu plus tranquille, je m'en vais discrètement avec ma fille sous le bras et dans des endroits où je peux effectivement véritablement me déconnecter et me reposer. Merci beaucoup, Rachida Dati, de vous avoir accueilli pour cet entretien dans votre mairie, donc du 7e arrondissement.